Deux adolescents s'approchent prudemment d'une maison délabrée. La maison semble avoir été construite il y a des centaines d'années et de l'extérieur, elle paraît dans un état de délabrement avancé. Les murs sont fissurés, le toit troué et une colonne décorative s'est effondrée. Les adolescents ont entendu des rumeurs au sujet de cette maison délabrée et ils ont entendu dire qu'il y aurait encore des trésors à découvrir à l'intérieur. Un adolescent monte les marches du perron, mais son ami hésite à le suivre. Est-on sûr que personne ne vit ici ? Le plus courageux affirme à son ami qu'il surveille la maison depuis des jours sans voir personne entrer ou sortir. Le seul signe de vie était une faible lumière aperçue à travers les fissures de des fenêtres barricadées, sans certitude de l'avoir vraiment vue. S'il y a quelqu'un là-dedans, c'est juste un vieux fou. Ils peuvent facilement les effrayer et piller la maison. Son ami reste hésitant, mais l'autre adolescent force la serrure avec un crochet. Il dit à son ami de faire le guet pendant qu'il s'occupe de la porte. Mais il n'a pas à surveiller longtemps, la serrure s'ouvre presque aussitôt avec un déclic. Il ouvre prudemment la porte qui grince bruyamment. À travers la fente, il ne voit pas grand-chose à l'intérieur. Ça a l'air très sombre. « Allez », dit-il à son ami en entrant. Son ami a l'air nerveux en le regardant disparaître dans la maison. Soudain, un grand fracas retentit. « Oh non, on s'est fait prendre », pense-t-il en se retournant, mais il ne voit ni policier ni passant curieux. Il regarde un chat poursuivre un rat dans les poubelles et en renverser davantage. Il soupire de soulagement en voyant le chat sortir des ordures, tenant sa proie par la queue. Il suit son ami dans la maison, mais la porte se referme brusquement devant lui et il reste bloqué. Il essaie la poignée, mais elle est verrouillée. Il frappe doucement. Il frappe plus fort, chuchote « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Toujours aucune réponse. Qu'est-ce qui se passe ? À l'intérieur, son ami tente la poignée, mais la porte reste bloquée et la serrure immobile. Il essaie aussi de taper doucement sur la porte, mais il n'y a aucun signe de l'extérieur que quelqu'un l'a entendu. Il est piégé. Il regarde autour de la pièce assombrie. Comme l'extérieur, l'intérieur paraît n'avoir pas été rénové depuis des siècles. La poussière et les toiles d'araignée envahissent tout, signe d'un lieu inoccupé depuis longtemps. Et pourtant, sur plusieurs petites tables et étagères autour de la pièce, il y a des bougies allumées. Sans alternative, il s'enfonce davantage dans la maison. Il entre dans la pièce suivante, aussi poussiéreuse et ancienne, mais éclairée par plusieurs bougies diffusant une faible lueur jaune. Non seulement quelqu'un vit encore ici, mais il a allumé ces bougies récemment. Il sort un couteau pliant de sa poche et l'ouvre, tenant la lame devant lui. À ce moment-là, il entend quelque chose, un bruit de pas, et il semble que cela vienne de l'étage juste dans la pièce au-dessus de lui. Il pourrait essayer de descendre le chercher, il lui faut une cachette. Il aperçoit un canapé près du coin et essaie de se cacher derrière autant que possible. Agrippant le canapé d'une main, il laisse tomber son couteau et utilise l'autre pour étouffer un cri. Il regarde la main qui tenait le canapé et voit une longue aiguille à coudre plantée profondément dans sa main. Était-elle coincée dans le canapé ? Il retire l'aiguille de sa main qu'il a presque transpercée, puis porte la blessure à sa bouche pour arrêter le sang en attendant et écoutant. Le bruit des pas finit enfin par s'arrêter. Qui que ce soit qui marche là-haut, on dirait qu'il ne descend pas les escaliers pour le trouver. Mais il doit quitter cette maison, il y a sûrement une autre sortie. Il ramasse son couteau et se déplace silencieusement vers la pièce suivante. Encore une fois, elle est dans le même état que la précédente. Mais attends, qu'est-ce que c'est, là, dans le coin ? Y a-t-il quelqu'un allongé là-bas ? Dehors, son ami fouille dans les mêmes poubelles où il a vu le chat chasser. Ah, c'est ce qu'il voulait, un vieux cintre en fil de fer. Il court vers la vieille maison et insère le fil de fer dans la serrure. À l'intérieur, l'adolescent s'approche de la chose dans le coin. Mais il fait si sombre, seule la lumière des bougies l'éclaire, il n'arrive pas à voir ce que c'est mais se sent poussé à le découvrir. Il prend l'une des bougies posées sur une table à proximité. Dehors, il n'arrive pas à ouvrir la serrure mais doit continuer. Il ne peut laisser son ami enfermé. Il se tient maintenant juste au-dessus de la chose dans le coin. Il s'agenouille et approche la bougie pour voir ce que c'est, puis il hurle. Son ami, frustré, jette le cintre puis s'assoit sur le porche. Il ne comprend pas pourquoi son ami a pu ouvrir la serrure si facilement et maintenant elle ne bouge plus. Quelque chose s'est-il cassé dans le mécanisme ? Il ignore quoi faire.
Devrait-il appeler à l'aide? La police les arrêtera tous les deux s'il le fait. Combien de temps devrait-il attendre pourtant? Il a l'impression que son ami est coincé depuis longtemps et il n'a rien entendu venant de l'intérieur. Que se passe-t-il là-dedans? Devrait-il partir et espérer que son ami s'en sorte seul? Hésitant, il entend soudain un déclic derrière lui. Il tente la poignée, toujours verrouillée, puis remarque le cintre en fil de fer à ses pieds. Peut-être qu'il va essayer encore une fois. Il insère le cintre dans la serrure et entend le verrou sauter aussitôt. Il essaie la poignée, cette fois la porte s'ouvre. Il observe par la porte entr'ouverte dans la maison sombre. Il est terrifié à l'idée d'entrer, mais il ne peut pas laisser son ami là-dedans. S'il a des ennuis, il doit le sauver. Rassemblant tout son courage, il entre dans la maison et voit la même chose que son ami. Une vieille pièce poussiéreuse. Il entre dans la pièce éclairée à la bougie et se fige. Il y a quelque chose au milieu de la pièce. C'est une chaise tournée dos à lui, mais il peut voir que quelqu'un est assis dessus. Mais attends, est-ce que c'est son ami? Hé, appelle-t-il à voix basse, mais son ami ne répond pas. Allez, partons d'ici. Toujours pas de réponse. Il commence à marcher vers son ami, mais s'arrête lorsqu'il entend ce qui ressemble à des pas venant de la pièce au-dessus de lui. Il doit retrouver son ami et quitter la maison. Il vérifie par-dessus son épaule pour s'assurer que la porte est toujours ouverte avant de commencer à se diriger discrètement vers son ami à nouveau. Il est assez proche pour tendre la main et secouer son épaule, mais son ami ne réagit pas. Il fait le tour de la chaise et voit son ami. Sauf que ce n'est plus son ami. Deux orbites vides le fixent. Des points de suture ont tiré sa bouche en arrière, créant un sourire permanent et effrayant. Mais le pire, c'est ce qu'il entend. C'est le bruit de la porte d'entrée qui claque. Privyet, le dossier d'aujourd'hui est spécial et vient de la branche russe de la fondation SCP. C'est SCP-1098-RU, aussi appelé le théâtre des marionnettes vivantes. SCP-1098-RU est une maison à 2 étages située dans une petite ville russe qui semble avoir été construite dans le style baroque, populaire au XVIIe et XVIIIe siècle, et se caractérise par ses détails exubérants. La maison a probablement plusieurs centaines d'années et est dans un état de délabrement avancé. La maison a souvent été marquée pour démolition par l'administration locale, mais ses projets sont systématiquement abandonnés ou retardés sans explication. Toutes les portes menant à SCP-1098-RU sont verrouillées et toutes les fenêtres sont barricadées. Quiconque tente d'endommager la maison, même en retirant les planches des fenêtres, subit un effet anormal le poussant à la protéger et à ne pas lui nuire. Cet effet ne disparaît que lorsque le sujet s'éloigne d'au moins 50 mètres de la maison. La seule façon d'entrer dans SCP-1098-RU est de passer par la porte d'entrée qui, bien qu'elle soit verrouillée, peut facilement être crochetée sans causer de dommages à la maison, ce qui empêche l'effet anormal de s'emparer du sujet tentant d'y pénétrer. Une fois qu'une personne est entrée dans la maison, elle constatera que la porte se referme derrière elle et se verrouille automatiquement. La serrure reste incrochetable pendant 1 heure. L'intérieur de la maison correspond à l'extérieur sur le plan stylistique, semblant également avoir été conçu dans le style baroque et dans un mauvais état. La maison est assez sombre puisqu'il n'y a pas d'éclairage électrique et que toutes les fenêtres sont barricadées, bloquant toute lumière extérieure. La seule source de lumière provient des bougies allumées disposées dans la maison qui semblent être constamment remplacées et rallumées lorsqu'elles s'éteignent. On peut entendre le bruit de pas lents à l'intérieur de la maison, bien que la pièce d'où ils proviennent semble changer. L'entité produisant ces sons a été classée SCP-1098-RU1 et l'on pense qu'elle est également responsable de la disposition et du rallumage des bougies dans la maison, ainsi que de plusieurs autres effets anormaux. La fondation SCP-Russie a découvert une activité anormale liée à SCP-1098-RU après que plusieurs disparitions d'adolescents ont été associées à ce lieu. Lors des entretiens, de nombreux proches ont déclaré que leur dernière localisation connue était près de l'ancienne maison baroque et plusieurs voulaient l'explorer avant de disparaître. La police a enquêté sur la maison avant de disparaître à son tour. Après avoir découvert l'activité étrange de la maison, la Fondation a relancé l'enquête, diffusant une fausse histoire sur des sectes totalitaires responsables des disparitions et administrant des amnésiques de classe A aux proches des adolescents disparus.
La fondation a immédiatement commencé à enquêter sur la maison, mais avec prudence, car ils avaient déjà constaté à quel point il était facile de disparaître à l'intérieur. Pour la première exploration, un robot équipé d'une caméra a été envoyé dans la maison. Comme pour une personne, la porte s'est refermée et verrouillée derrière le robot, mais sa caméra transmettait toujours des images aux chercheurs dehors. Alors que le robot explorait les pièces délabrées de la maison, il découvrit quelque chose de bien plus troublant que de simples bougies allumées. Dans plusieurs pièces, des cadavres ont été trouvés et identifiés comme certains adolescents disparus. Tous les corps avaient les yeux retirés et de gros fils cousus dans les bras et jambes, comme s'ils étaient devenus des marionnettes géantes vivantes. Certains avaient aussi des points de suture à la poitrine et au visage. Les points de suture sur le visage semblent avoir été faits pour forcer le visage à adopter une certaine expression, tandis que les points de suture sur la poitrine pourraient indiquer que des organes ont été retirés. Cependant, aucun signe de décomposition n'était présent, bien que certains des corps soient probablement là depuis plusieurs mois. Plusieurs objets ont également été retrouvés à côté des corps, notamment des scalpels, des aiguilles, du fil et au moins un œil artificiel. 1 heure après l'entrée du robot dans la maison, la caméra a cessé de diffuser et tout contact a été perdu. Pour la deuxième expédition dans la maison, la Fondation a décidé qu'un être humain serait plus efficace qu'un robot pour recueillir des informations. Un membre du personnel de classe D a reçu une lampe, une caméra et une radio, puis a été envoyé pour retirer des objets de la maison et retrouver le robot de la première mission. Le classe D est entré dans la maison et les chercheurs ont constaté via la vidéo que la disposition n'avait pas changé. Des bougies étaient toujours présentes dans la pièce, bien qu'il soit évident qu'elles avaient été remplacées par des neuves. Alors que le classe D explorait le premier étage, il a entendu des pas venant de diverses pièces. À un moment, les bruits semblaient venir de la pièce qu'il venait de quitter, mais en y retournant, il n'y trouva personne. Il n'a pas trouvé le robot manquant, mais a retrouvé les mêmes cadavres découverts par celui-ci. Les chercheurs lui ont demandé de prendre un couteau chirurgical et de tenter de le sortir, mais dès qu'il l'a saisi, tout contact a cessé. Une troisième mission dans la maison a alors été tentée, cette fois avec un autre robot télécommandé, bien plus avancé et équipé d'une caméra thermique et d'un enregistreur audio. Ce robot, mieux adapté à l'exploration et capable de monter les escaliers, permettait enfin à la Fondation de découvrir l'étage de cette étrange maison. Le robot est entré et a monté à l'étage. En explorant, il découvrit une pièce étrange servant d'atelier de couture avec beaucoup de fils, d'aiguilles et de fournitures sur plusieurs tables. Plusieurs tables étaient détachées de rouge foncé, mais aucun corps n'a été trouvé dans la salle de couture. Le robot a poursuivi l'exploration du deuxième étage et a vite trouvé de nombreux autres cadavres, presque tous les adolescents disparus, les policiers volatilisés et le personnel de classe D absent. Ils avaient tous été habillés avec des vêtements du XVIIIe siècle, et leurs yeux avaient été retirés puis remplacés par des yeux artificiels, leur donnant un regard perpétuellement vitreux. De gros fils avaient aussi été cousus dans leurs bras et jambes. Le robot a enregistré les mêmes bruits de pas que le personnel de classe D, mais la caméra thermique n'a détecté aucune présence. Les chercheurs ont décidé de mettre fin à l'expérience et ont commencé à guider le robot vers la sortie de la maison, mais au moment où il a atteint la porte d'entrée, la connexion a été perdue et le robot n'a jamais été retrouvé. Une ultime expédition a été approuvée avec un autre membre du personnel de classe D chargé d'explorer toute la maison, y compris l'étage, avant de partir. Le membre de classe D est entré normalement, mais a aussitôt signalé une sensation étrange non évoquée par l'autre membre. Il a expliqué aux chercheurs souffrir d'un mal de tête intense, de pression dans les oreilles et d'entendre des pleurs venant d'une autre pièce. Aucun équipement n'a détecté les pleurs et le personnel de classe D a été chargé d'enquêter. Il s'est approché de la pièce d'où il disait que le son provenait, mais rien n'a encore été détecté par les équipements d'enregistrement audio. On lui a ordonné d'entrer dans la pièce. Effrayé et réticent, il a finalement obéi. Une fois à l'intérieur, il a rapporté avoir vu une jeune fille portant une robe de style XVIIIe siècle. La jeune fille dansait tout en pleurant. Comme pour les cadavres précédemment retrouvés dans la maison, des fils étaient attachés à ses bras et jambes, mais ceux-ci étaient tendus vers le plafond. Le classe D suivit leur trajectoire ascendante, mais ils disparaissèrent dans l'obscurité, indiquant l'absence de plafond, juste un vide noir où quelque chose manipulait les fils de la jeune fille, la forçant à danser.
Les images rapportées par le Classe D n'apparaissaient pas sur les flux vidéo regardés par les chercheurs. Autant qu'ils pouvaient le voir, ils regardaient fixement une pièce vide. Le Classe D a été ordonné de regarder ce récital étrange, puis, après 5 minutes, toutes les communications ont cessé. Le flux vidéo a été perdu, mais l'audio a continué quelques secondes, laissant entendre un bruit sec de claquements. Le Classe D a crié lorsqu'une voix masculine profonde a parlé en latin « Et perficianicid pri ». La représentation doit être payée. Aucune autre trace du dit classe n'a jamais été retrouvée. Depuis, le SCP-1098-RU a été fermé pour empêcher l'accès du public. Une patrouille de 4 agents reste sur place et toute personne tentant d'entrer doit être arrêtée, interrogée et recevoir des amnésiques de classe B. Des recherches sur le SCP-1098-RU sont en cours, mais requièrent l'accord d'au moins 2 membres du Conseil O5. À ce jour, aucune nouvelle expédition dans cette anomalie, classée Euclide, n'a été autorisée. On ignore toujours qui ou ce qu'est exactement l'entité à l'intérieur du SCP-1098-RU, mais elle a été désignée comme SCP-1098-RU1, et certains membres de la Fondation ont commencé à l'appeler par un surnom, le maître des marionnettes. Regardez une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-026 rétention après l'école pour découvrir un nouveau lieu anormal. Abonnez-vous et activez les notifications pour suivre toutes les anomalies alors que nous explorons les archives de la Fondation SCP.